Bonjour, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 9 du débrief. Aujourd'hui, je décrypte le troisième trimestre 2020 avec Eric en charge des opérations sur place et nos performances exceptionnelles à la gestion et sur la dernière acquisition dans le cadre de notre foncière 19. Enfin, nous réagissons sur quelques actualités significatives du moment, comme la réouverture des bars, restaurants et boîtes de nuit en Floride, le rebond surprenant de l'emploi et les nouvelles implantations qui explosent, avec notamment un projet massif d'Amazon. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt pas mal. On est plutôt content. On vient de finir le troisième rapport de gestion de l'année pour nos investisseurs. Donc, on a tout bouclé on time. On est le premier, donc je vais bien. Bon, génial. Bah écoute, c'est un peu le sujet de ce podcast, entre autres. On vient de finir le troisième trimestre 2020, deuxième trimestre touché par le Covid en Floride. Donc l'idée, c'était d'abord de commencer par faire un point sur ce qui s'est passé pendant ce trimestre. Je pense que la collecte des loyers s'est bien passée. Il y a eu des distributions sur les foncières. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des 3 derniers mois au niveau de la collecte des loyers d'abord, et puis ensuite on couvrira d'autres sujets en relation. Alors écoute, comme tu sais, on apporte une attention très, très particulière à la collecte des loyers durant la crise du Covid. On a mis des outils de monitoring aussi, on en a parlé dernièrement, sur les locataires à risque et quels sont ceux que l'on suit de près. On a toujours les mêmes résultats. On est entre 95 et 98% de collecte sur l'ensemble des loyers. 99, j'ai vu pour le mois d'août. Oui, absolument. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les personnes, si aujourd'hui on est à 95 ou 96%, le mois prochain on arrivera à nouveau à 97, puis le mois d'après à 98%, parce que... Oui, il y a des loyers qui sont étalés. Exactement. Les retardataires auront payé leur dû. Donc on est très content. Alors, on est très content pourquoi ? Parce qu'on choisit bien nos locataires et surtout on choisit bien aussi nos produits locatifs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas investir nos investisseurs directs ou on n'achète pas pour nos foncières dans des quartiers à risque où on risquerait d'avoir des soucis avec les locataires en place ou des dommages importants dans nos biens. Donc je crois que ce qui a fait qu'on s'en est extrêmement bien sorti durant cette crise, je dirais aussi bien qu'avant la crise du Covid, c'est surtout ces deux facteurs importants. Choix des propriétés où sont placés nos locataires, évidemment, et choix du locataire, avec une bonne étude de dossier. D'ailleurs, encore une fois, je répète, c'est moi personnellement qui, en bout de course, analyse chaque dossier locataire pour dire je l'accepte pas, ou je l'accepte avec un garantor, ou alors je l'accepte, mais par contre je vais lui demander 2 mois de dépôt de garantie. Il m'est arrivé pour un locataire aujourd'hui de demander 4 mois de loyer d'avance et 2 mois de dépôt de garantie, parce que le locataire était vraiment douteux et suspicieux, et il est rentré dans les lieux et il paye son loyer normalement. Donc voilà, ce sont des réflexes que l'on a dans notre métier qui font qu'on arrive à des 98%, même en période de crise. D'accord, ouais, c'est sûr qu'on en a déjà parlé. Sélection du locataire, ça fait pas tout. La sélection du foncier d'abord, ça permet de poser des bonnes bases. Et puis le travail sur le terrain, parce que je le rappelle, on fait un travail assez personnalisé avec chaque locataire pour comprendre leur situation, s'adapter, leur proposer des solutions, voilà, étaler parfois. Et donc ça aussi, je pense que c'est même 3 facteurs, si je peux compléter. Absolument. Et je regarde le tableau des résultats. Effectivement, en août, on est à 99,61% d'encaissement des loyers. On met tellement d'énergie qu'on fait peut-être mieux qu'avant la crise. Et au mois de septembre, on est à 96,21. Je pense que d'ici mi-octobre, on aura les mêmes résultats qu'au mois d'août. On sera à 99% sur septembre. Donc on est plutôt très content. Ok. Alors, le troisième trimestre, la fin du troisième trimestre, ça a aussi lancé le premier rapport investisseur de la foncière 19. Donc, je le mentionne parce que c'est une foncière qui a été mise en place, dont l'actif principal a été acheté en avril pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la distribution qui a eu lieu, sans forcément rentrer dans les détails côté investisseur, mais côté locataire, côté gestion, côté exploitation de l'immeuble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je sais que les choses se sont bien passées. Voilà. De ton côté sur le terrain, quelle perspective tu as eu sur ce premier trimestre d'exploitation, ce premier semestre même d'exploitation de ce nouvel immeuble ? Alors, il y avait un appartement qui devait être rénové, donc il a été rénové, il a été reloué, l'appartement d'une chambre a été reloué 7 jours après la fin de la rénovation. C'est vrai que dans cette multifamily, il y a un jardin privé par appartement. On n'aura pas de difficulté à remplacer un locataire sortant. Il faut savoir que les locataires qui sont en place sont des locataires qui y sont depuis maintenant plusieurs années, pour certains jusqu'à 5 ans. On a
renouvelé et re-signé un bail neuf pour tous les locataires, en augmentant certains loyers seulement, ceux qui étaient vraiment loin du prix du marché, pour lever un peu la rentabilité. On n'a pas voulu pousser trop fort durant cette crise la demande d'augmentation de loyer pour éviter d'avoir des sorties de locataires durant la crise du Covid. On a des résultats qui sont exceptionnels en matière d'encaissement de loyer, puis les locataires sont en place, ne veulent pas sortir. Donc on est plutôt content. Concernant l'augmentation des loyers, on n'a pas obtenu les résultats qu'on aurait pu obtenir si on avait souhaité prendre le risque de se séparer des locataires en place. Par contre, on a 100% d'encaissement et on a 100% de satisfaction. On a quand même rénové la multifamily complètement. On a quand même ajouté un éclairage de nuit, un éclairage de piscine, des barrières de sécurité sur la piscine, etc., etc. On a rencontré chaque locataire. On a amélioré aussi l'intérieur de leur appartement pour les fidéliser. Donc ça, c'est pour le premier trimestre d'exploitation de la foncière 19. Je dirais c'est un succès total. Alors, je rebondis effectivement sur le fait que, voilà, en théorie, on augmente les loyers de manière assez consistante. Effectivement, on a aussi joué notre rôle en tant que gestionnaire, property manager. On a joué notre rôle avec les locataires de pas leur mettre une pression financière supplémentaire cette année. Donc ça, il y a une partie d'éthique, de vouloir quand même répondre à la conjoncture de cette manière-là. Donc je rebondis sur le fait qu'on n'ait pas augmenté la majorité de nos loyers cette année. C'était aussi, on a un rôle à jouer dans l'écosystème, je pense, de solidarité, on va dire, dans cette situation compliquée, et donc de pas mettre une pression supplémentaire sur les locataires. Tu me le confirmes? Alors en effet, sur l'ensemble de notre parc, Sur l'ensemble du parc. ces 6 derniers mois, je dirais, on a renouvelé quasiment les baux aux locataires en place au même prix, pour 80 ou 90%. Effectivement, quand un locataire sort, à ce moment-là, on le remet au prix du marché, mais pour ne pas être pénalisé de vacancy supplémentaire ou pour ne pas pénaliser le locataire, ça pourrait lui compliquer sa situation en période de crise, on a gardé les mêmes montants de loyer. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement parce que augmenter le loyer, ça valorise la bâtisse, la multifamily quand il s'agit de multifamily. Donc on aime bien aussi augmenter le loyer parce que la valorisation, elle est quelquefois plus importante que le rapport locatif lui-même. Si on a 1 ou 2 mois de vacancy pour augmenter un loyer, on va le faire. Mais durant cette crise, on avait décidé en effet de pas le faire. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer pour que tout le monde s'en sorte bien. Ce que je veux souligner, c'est que on s'est spécialisé au fil des ans, tu me le confirmeras, sur des logements qui offrent des loyers entre, on va dire, 1100 et 1400, 1500 dollars. On est vraiment spécialisé dans ces locataires-là. Ça nous renforce notre position sur cette niche-là. Cette multifamily, elle répond à ça dans le 1000, puisque c'est que des loyers entre 1100 et 1400, il me semble. Exactement. Je crois qu'on monte jusqu'à 1000, si ma mémoire est bonne, hein, sans aller trop loin, on devrait être entre 1000 et 1450 c'est ça, sur cette multifamily. Et là, effectivement, c'est là où il y a le plus de demandes au niveau des locataires. Parce que tu dis qu'on a reloué ça en 7 jours. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est bien placé, l'immeuble est attractif, encore plus de la rue, ce que les Américains appellent le curb appeal, c'est-à-dire que de la rue, il est attractif, il y a des jolis buissons, une piscine, etc. à vue. Donc effectivement, ça se reloue vite, mais ce qu'il faut dire aussi, je pense à ceux qui nous écoutent, c'est que ces loyers-là, entre 1100 et 1400 dollars, 1450 dollars, ils répondent particulièrement bien à la demande de la population de Floride aujourd'hui. C'est là que se trouve la plus grosse demande locative, c'est dans cette fourchette de prix. Ok. Pour passer à un autre sujet, c'est la première année où on a notre comptable en interne qui s'est occupé des déclarations de taxes pour tous les clients investisseurs. Donc je voulais un petit retour d'expérience de ta part. Je sais que tu étais très très impliqué dans le process avec la comptable. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui a changé chez Florida Invest en interne et ce qui a été fait? Alors, ce qui a changé d'abord, effectivement, c'est qu'on a un comptable à plein temps en interne, parce qu'on a beaucoup maintenant de sociétés en gestion. On a une grosse responsabilité dans les déclarations fiscales à envoyer à l'IRS, au fisc américain chaque année. Je fais extrêmement attention à ces déclarations fiscales. Toutes les taxes sont vérifiées 3 fois avant de partir. C'est un gros travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engagement. Et plutôt que de passer par un prestataire extérieur. Mais j'ai vraiment le sentiment maintenant qu'on a une meilleure maîtrise des chiffres, une meilleure maîtrise des délais, et on est très 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 content de cette première année avec notre comptable en interne. On va le renouveler. Il faut aussi noter que les déclarations de taxes aux États-Unis qui sont un peu compliquées sont
de plus vérifié par un CPA américain, parce qu'on travaille aussi avec des non-résidents qui ont des conditions particulières de déclaration. Donc on a mis toute la sécurité nécessaire pour que les déclarations soient faites avec le plus de rigueur possible. Et d'ailleurs, elles sont pour la majorité déjà toutes parties électroniquement, et les dernières vont partir cette semaine, puisque les délais sont au 15 octobre. Effectivement, il y a des précautions qui ont été prises, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement intégré un comptable à l'équipe pour prendre en charge les déclarations d'impôts de tous nos investisseurs, on a aussi un CPA, donc un expert comptable externe, très qualifié, qui vérifie les déclarations d'impôts les plus complexes, on va dire. Alors, les déclarations d'impôts complexes sont les déclarations d'impôts des club deals et des foncières. Des foncières. Toutes les déclarations des foncières sont vérifiées par un CPA. Des foncières et évidemment des investisseurs qui sont dans cette foncière. Donc, les déclarations des investisseurs uniques sont des déclarations qui sont plus simples. On a cette maîtrise, on est capable de le faire. Les déclarations plus compliquées, celles des foncières, sont vérifiées systématiquement par un CPA qui les valide ou qui nous donne des corrections, et s'il y a des corrections qui doivent être apportées. Oui, ce qu'il faut savoir pour donner un peu de visibilité, c'est que souvent, lorsqu'un investisseur investit, qu'il soit acheteur ou qu'il prenne des participations dans une foncière, un des prérequis va être d'avoir un compte bancaire aux États-Unis, et donc souvent ça se passe sous forme de compte société, et donc là on s'occupe, puisqu'on a au sein de notre groupe un cabinet d'affaires qui s'occupe de constituer les sociétés pour tous nos clients, et donc on s'occupe de créer des sociétés et d'ouvrir des comptes bancaires associés. Et donc la déclaration d'impôt, en général, c'est soit une déclaration société, soit une déclaration société et personnelle, en fonction de la structure juridique qui est en place. Absolument, c'est exactement ça. Pour conclure, il y avait trois news, trois actualités que je voulais commenter et sur lesquelles tu peux rebondir, bien évidemment. C'est d'abord la Floride qui se porte très bien en cette période avec une reprise de l'emploi assez soutenue. On a un chômage qui est repassé largement sous les deux chiffres, puisqu'on a 7,3% de chômage, bien en dessous de la moyenne nationale aussi. Donc un vrai rebond de l'emploi en Floride avec 58 000 nouveaux emplois qui ont été créés en un mois, entre juillet et août. Donc ça, c'est vraiment à souligner. De l'autre côté, il y a une croissance démographique assez forte qui est soutenue par beaucoup d'Américains qui quittent la Californie et puis surtout les États du Nord, New York, New Jersey, Connecticut, etc. pour venir s'installer en Floride. Il y a 1000 nouveaux Américains qui déménagent chaque jour en Floride en provenance de ces États. Donc ça, effectivement, ça dynamise la région. Et enfin, je voulais voir avec toi, parce qu'il y a deux choses qui se sont passées. C'est d'abord l'assouplissement des mesures sanitaires en Floride avec la réouverture des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, etc. Tout a réouvert, David, je confirme, en effet, tout a réouvert. Les hôtels ont réouvert. Moi, je vois dans nos locataires, puisque la personne qui s'occupe des relances de loyer a un contact direct avec le locataire. Les locataires qui travaillent dans des restaurants se sont remis au travail. Les locataires qui travaillent dans des hôtels, c'est pareil. Ceux qui travaillaient dans le milieu du tourisme, tout n'est pas réouvert, mais beaucoup de choses ont déjà réouvert. Donc tout le monde s'est remis au travail, en effet. Et nous, on commence maintenant à pouvoir ressortir avec prudence au restaurant et à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on n'a pas pu faire ces derniers mois. En effet, tout a réouvert ici. Du coup, quelque chose en lien avec ça, les évictions en Floride, les tribunaux d'éviction ont aussi rouvert, vont rouvrir à partir du 2 octobre. Je voulais savoir ce que ça changeait au niveau de la gestion et des précautions qu'on prend avec les locataires, sachant que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire d'éviction à cause des mesures en place de protection des locataires liées au Covid. Donc là, ça réouvre. Je voulais savoir qu'est-ce que ça allait changer dans notre approche aux locataires. Absolument. Alors, les locataires ne peuvent plus nous dire comme ils le disaient avant, et certains en ont profité. Et de toute façon, vous ne pouvez rien faire parce que les évictions sont pas autorisées. Il faut savoir quand même que même si le shérif n'allait pas personnellement, parce que c'était pas autorisé, demander au locataire de partir avec un serrurier, le locataire avait quand même un jugement. Et le locataire était quand même pénalisé dans ses futures demandes locatives. Donc, de toutes les façons, même durant ces périodes où matériellement le shérif ne se déplaçait pas, les locataires étaient quand même relativement prudents pour éviter d'avoir un jugement. Parce que même si, encore une fois, le shérif ne se déplaçait pas, les jugements étaient émis. Et un jugement d'éviction, ça reste éternellement disponible dans les enregistrements publics aux États-Unis. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, les évictions ont eu lieu. De façon générale, en 18 ans, je me suis déplacé une seule fois avec un shérif pour évicter un locataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de façon générale,
vraiment de façon générale, le locataire n'attend pas l'arrivée du shérif pour partir, il s'en va. Encore une fois, le secret, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement le choix de la propriété et le choix du locataire derrière pour éviter. Oui, donc ça change pas grand-chose. Ça peut éventuellement être dissuasif, mais pour certains. Mais bon, vu qu'on a collecté 99,6% des loyers en août, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éviction en cours. Et effectivement, on restera sur ça, sur ces trois clés des loyers payés, bonne sélection du foncier, bonne sélection du locataire, et puis le contact humain avec le locataire via les équipes de gestion. Exactement. Et là, en octobre, on est le premier du mois. On a déjà collecté 20,70% des loyers, parce qu'il y a des locataires qui ont un système d'automatic payment, d'autopay, puisqu'on met en place un système de paiement automatique et on pousse le locataire à aller en ligne, mettre en place lui-même son système de paiement automatique à travers notre plateforme de gestion. Donc, on est plutôt serein maintenant. Et les bons outils, du coup. Voilà, exactement. Cette année, je dirais même que depuis le mois précédent, le locataire auparavant pouvait payer avec une carte de crédit. On a rajouté la carte de crédit American Express, donc le locataire qui serait même en difficulté pourrait payer son loyer avec sa carte de crédit, et ils l'ont certainement déjà fait durant la crise du Covid. D'accord. Ok Eric, écoute, merci pour ce point, et puis à très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt David. J'espère que ce 9e épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.